Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, d'abord je souhaite vous souhaiter la bienvenue à la Maison Française et on est tous très heureux de vous recevoir ici cet après-midi. Alors pour nous c'est un très grand honneur que de recevoir ce soir Marie Ndiaye pour cette conversation littéraire et je voudrais remercier les partenaires et les amis qui ont rendu possible cette invitation. Donc je remercie Patrick Bray et le département de français de UCL. Je remercie nos amis de l'Alliance française d'Oxford et Florence Rossignol. Je remercie bien entendu nos partenaires depuis toujours de Modern Languages et de la sous-faculté de français. Donc on est très heureux que Jenny Yi soit ici avec nous pour être en conversation avec Marie. Cette conversation littéraire est un des premiers, sinon le premier épisode de ce qui sera, on l'espère tous, une longue série, c'est-à-dire une série animée par Ève Morisi, qui s'appelle Contemporain, et qui vise à inviter des auteurs, des autrices, des intellectuels, des intellectuels, pour discuter de questions contemporaines et de questions politiques. Et donc, longue vie à cette série. Voilà. Je pense qu'on est tous très désireux d'entendre la conversation entre Jenny et Marie, que je remercie encore une fois. Et mes remerciements s'adressent aussi à vous pour votre présence ce soir à la Maison Française. Merci Pascal. Et je suis sûre que vous allez vous joindre à moi pour remercier Marie d'être venue et pour l'accueillir chaleureusement à Oxford. Je suis très contente de voir autant d'étudiants ici et je crois que c'est passionnant pour eux, pour nos étudiants de première année surtout, de voir un écrivain vivant qui est parmi nous. Marie Ndiaye, que je ne présente pas dans tous les détails, mais qui est lauréate du prix Goncourt, auteur d'un des textes obligatoires d'études en première année, Papa doit manger, qui était la première pièce de théâtre écrite par une femme vivante, entrée du vivant de la femme même, dans le répertoire de la Comédie Française. Et là, je pense que c'est le deuxième texte de femme tout court. Je tiens aussi à dire que c'est un grand plaisir pour moi de parler avec Marie, mais que je remplace Ève Morisi qui malheureusement est malade. Et donc c'est en tant que non-spécialiste que je parle avec Marie, c'est-à-dire que j'ai lu vos livres pour le plaisir et pas pour le travail. Et aussi, je dois avouer, parce que certains d'entre eux m'ont touché personnellement de très près, on pourra en parler plus tard peut-être. Mais une première question, c'est pour les étudiants, peut-être dans la salle, il y a des étudiants qui pratiquent l'écriture créative, qui écrivent eux-mêmes. Et Marie vous avez commencé à écrire à un très jeune âge, avant l'adolescence même. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces débuts Oui, bien sûr. Mais déjà, un grand merci pour votre présence nombreuse à une heure qui n'était pas la plus simple pour être dans ce genre d'échange. Donc, merci beaucoup. Oui, mon premier livre est sorti lorsque j'avais 17 ans, mais un premier livre édité. Je crois que ce n'est jamais, enfin, il y a sans doute des exceptions, mais c'est rarement le premier livre que l'on écrit. Et avant ce premier livre, donc j'ai eu la chance de voir choisi par Jérôme Lindon, qui dirigeait alors les éditions de Minuit. J'en avais déjà écrit de nombreux, je ne pourrais pas vous dire le nombre exact, ils ont tous disparu de toute façon. Mais j'en écrivais depuis l'enfance, oui, depuis l'âge de 10-11 ans. Mais à mon époque, en tout cas, c'est peut-être encore la même chose aujourd'hui, être une adolescente qui écrit, ça n'avait rien d'extraordinaire. Enfin, écrire dans son journal, écrire des petits textes plus ou moins intimes, c'était relativement ordinaire et ça l'est peut-être aujourd'hui encore. Ce qu'il était moins, bien sûr, c'était d'être édité quand on était très, très, très jeune, mais le fait même en soi d'écrire
très jeune, ça n'a rien de rare, je pense. Je pense que vous avez raison, mais vous avez raison aussi que d'être publié à 17 ans n'est pas si courant. Est-ce que le fait d'avoir eu ce succès d'édition si tôt, surtout je dois dire pour ceux qui ne le savent pas que le premier livre de Marie Ndiaye a été publié par une maison d'édition un peu mythique en France, les Éditions de Minuit, qui ont publié Samuel Beckett, Marguerite Duras, Anna Robbe-Grillet, c'est pas n'importe quelle maison d'édition. Est-ce que ce succès a eu un impact sur comment continuer à écrire après? Est-ce que vous avez eu du mal? Est-ce que cela a eu une influence? Non, du tout, je n'ai pas eu le moindre mal, mais parce qu'il faut aussi se représenter ce temps d'avant Internet, c'est-à-dire que lorsque mon livre est sorti, j'ai reçu ce qu'on appelle un succès d'estime, c'est-à-dire de bonnes critiques, et d'ailleurs ça ne se pratiquait pas de démolir le livre, enfin un premier livre, donc les critiques que l'on recevait quand on débutait, c'était presque à chaque fois des critiques élogieuses, sinon c'était juste le silence, mais d'une certaine manière c'était une réception modeste à la mesure de l'époque, c'est-à-dire donc c'était en 1984. Et une fois que les critiques étaient sorties, une fois que le livre avait fait sa vie en librairie, et il ne se passait rien de spécial en fait. Donc c'était pas, enfin, je n'aurais aucune raison d'être déstabilisée par la sortie de ce premier livre. Au contraire, ça m'a, je pense, encouragée, même si j'avais pas vraiment besoin de l'être, parce que j'étais suffisamment sûre de ce que je voulais faire pour je pense, avoir pu, si ça avait été le cas, me passer de ce merveilleux quand même hommage que représente le fait d'être édité en plus par un éditeur qui, comme vous l'avez rappelé, n'était pas des moindres. Mais si ça n'avait pas été le cas, si mon manuscrit avait été refusé, je ne crois pas que cela m'aurait affecté gravement. Et l'acceptation d'ailleurs du livre, le fait qu'il existe en tant que livre, comme j'étais complètement ignorante du milieu littéraire dans lequel je n'avais pas la moindre accointance, je ne connaissais absolument personne qui travaillait, je ne connaissais aucun écrivain. Et le fait que Jérôme Lindon prenne mon livre d'une certaine manière, dans ma naïveté, ça me semblait aller de soi aussi. J'avais écrit, je l'avais envoyé, et qu'on me dise oui, ça me semblait pas être une chose aussi extraordinaire que cela, mais parce que j'étais très très ignorante, j'avais une candeur propre à mon âge, et d'une certaine manière je pense que j'aurais mieux apprécié, mieux goûté le moment si j'avais eu 10 ans de plus, mais à 17 ans ça me semble être dans l'ordre des choses. C'est extraordinaire. Jérôme Lindon, je ne sais pas si vous voyez, tout le monde ne voit pas, mais le directeur des éditions de Minuit. Mais je ne savais absolument pas qui était Jérôme Lindon. Je n'étais pas impressionnée comme on ne l'est pas quand on est dans l'ignorance de ce que représente tant la maison que la personne. Et c'est Jérôme Lindon qui m'a mis entre les mains 10 ou 20 livres de la maison, mais je n'en avais jamais lu aucun. J'avais lu L'amant de
Marguerite Duras qui avait reçu le prix Goncourt juste au moment où je finissais mon propre livre. Et c'est le bruit fait autour de l'amant et puis et d'avoir fait Marguerite Duras à l'émission de Bernard Pivot qui m'a fait me dire ah mais je pourrais peut-être proposer mon propre livre aux éditions de Minuit, mais je ne connaissais rien de l'histoire de la maison et vraiment j'étais ignorante, mais d'une certaine façon cette ignorance était protectrice aussi. Finalement ça ne m'a pas rendue particulièrement fière ni troublée, ça ne m'a pas impressionnée. Voilà. Tant mieux. Vous avez dit que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire. Et j'imagine que cela veut dire que vous saviez que vous vouliez être écrivaine. Mais est-ce que vous saviez déjà aussi quelles étaient les thématiques qui allaient orienter votre œuvre? Est-ce qu'il y avait déjà une idée, peut-être un peu vague, mais une idée de quelles allaient être les lignes de vos travaux? Non, ça je ne le savais absolument pas et je ne le sais toujours pas au sens où je n'ai aujourd'hui pas davantage que je n'en avais d'intention, de lignes et chaque livre, chaque texte que j'écris crée en moi-même sa propre surprise. Je n'ai pas de programme, je n'ai pas de projet d'écriture. Le seul projet, c'est l'écriture elle-même. Et c'est l'écriture qui, au cours du processus même, crée les histoires. J'aime pas utiliser le terme de thème ou de sujet parce que je n'ai pas l'impression d'écrire sur des thèmes et encore moins sur une thématique, mot que je trouve d'une sécheresse qui va mal avec la littérature, mais c'est vraiment le processus même de l'écriture au fil des jours qui donne un sens à une histoire qui je l'espère, ne se contente pas d'être une histoire, mais a l'ambition d'avoir malgré tout un sens, même s'il n'y a pas de thème, mais jamais je n'ai travaillé, jamais je pense je ne travaillerai en me disant je vais écrire sur ceci ou cela. Alors je parle le mot thème et thématique de ma prochaine question. Non mais vous avez le droit. C'est mon métier. Il y a quand même, il me semble, des motifs qui reviennent dans votre œuvre. Donc je dirais un peu au hasard les relations dysfonctionnelles entre parents et enfants, la difficulté de comprendre l'autre et de se comprendre soi-même, une espèce d'opacité de soi à soi, ou opacité entre les personnes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces motifs ou je dis ça tout à fait au hasard? Oui, non, bien sûr. Je suis certaine qu'on trouve de tout cela dans mes romans, mais j'ai l'impression, en tout cas quand on parle d'opacité entre les êtres ou de soi à soi, j'ai l'impression qu'on trouve cela dans la plupart des romans et que c'est ensuite une manière de faire se mouvoir, de faire penser et de faire réfléchir les personnages qui fait que cela change d'un auteur à l'autre, mais c'est oui, j'ai l'impression que c'est sans doute ce qui fonde aussi le désir d'écrire, c'est-à-dire essayer de comprendre, essayer d'aller justement au-delà de ce qui peut sembler dans la vie n'être que
brume, incompréhension, difficulté de relation entre des membres de générations différentes. Et je crois en tout cas que ce qui a fondé mon désir d'écrire lorsque j'étais enfant, au-delà du pur plaisir du jeu, parce que c'était vraiment un jeu quand j'étais des enfants, et ça le reste aussi, au-delà du plaisir du mimétisme, puisque j'étais une grande lectrice et j'avais, je crois, l'envie profonde de faire moi-même ce qui me procurait tant de plaisir, c'est-à-dire des livres et la confection d'histoires. Au-delà de tout cela, je pense que oui, dès ce plus jeune âge, il y avait l'idée très très vague évidemment, mais d'essayer de mettre un ordre dans la confusion des jours, d'essayer de régler un peu le chaos. Alors dans ma vie d'enfant relatif, hein, j'avais une vie plutôt tranquille, mais même au cœur de ce calme qui m'entourait, je sentais que si on laissait fuir les jours et les sentiments que nous inspiraient les jours sans les mettre en mots, on n'en tirerait pas de leçons fortes et que tout finirait par s'en aller comme de l'eau dans de l'eau, enfin, il n'y aurait pas de signification aux choses vécues et que le passé deviendrait aussi vague que le moment qu'on vient de vivre et dont on se souvient à peine. Voilà, c'était l'idée de mettre de l'ordre pas dans le monde, mais en tout cas dans la vie. Ça me touche beaucoup ce que vous dites, mais j'ai l'impression que c'est de la grande littérature qui met de l'ordre sans simplifier. Parce que le désir de mettre de l'ordre pourrait nous amener à trop simplifier. Et c'est quelque chose que vous évitez avec un talent extraordinaire. Parce que vous avez le don, je dirais, de mettre de l'ordre sans simplifier, sans vraiment perdre l'ambivalence qui, je dirais, est centrale à vos écrits. Et je pense que vous l'avez dit ailleurs, par la centralité de l'ambivalence. Est-ce qu'il y a un raisonnement délibéré derrière cette ambivalence? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour maintenir l'ambivalence? Ce qui m'intéresse le plus, en tout cas dans les œuvres qui m'ont marqué, qui m'ont façonné, qui m'ont construite, c'est en effet l'ambiguïté. Mais cette ambiguïté, cette ambivalence, je pense qu'on la ressent tous, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins le jouet de pensées contradictoires, de sentiments paradoxaux, de désirs qui s'opposent, qui se contredisent, et que de ce fait, il me semble qu'être ambigu en littérature, c'est être finalement très réaliste, plus, je pense, plus réaliste que lorsqu'on met en scène des personnages simples, parce que les humains simples le sont rarement, et quand ils le sont, c'est peut-être au bout d'un certain processus de réflexion, de travail sur soi, etc. Et la simplicité, elle ne s'acquiert en général pas si facilement que cela. Là, je parle
de belle simplicité, évidemment, pas de simplisme, pas de rudesse, évidemment, mais une belle simplicité dans la gentillesse, dans la générosité, dans la sincérité. C'est en général quelque chose qu'on arrive à trouver en soi avec une certaine maturité. Et oui, c'est pour cela que j'ai l'impression, malgré les apparences, d'écrire des romans plutôt réalistes. Surtout maintenant, peut-être qu'ils font moins appel à la magie, au merveilleux dont j'usais beaucoup plus lorsque j'étais jeune. Je pense que j'en avais besoin à l'époque parce que, n'ayant de fait qu'une expérience de la vie limitée, j'essayais de pallier à ces manques de connaissance de la vie par l'introduction de quelque chose qui relevait plus du conte. Et j'ai toujours aimé les contes, hein, mais j'ai l'impression d'en avoir, d'en ressentir moins aujourd'hui la nécessité parce qu'avec l'âge, parce qu'avec les décennies de vie comme d'écriture, je peux combler ce qui me manquait en termes justement de connaissance du monde par tout ce que j'ai appris depuis tout ce temps. J'allais justement vous poser une question sur le fantastique, donc on va faire brièvement, puisque vous avez dit que ce n'est plus si important dans votre travail actuel. Mais pour les étudiants qui n'ont peut-être lu que Papa doit manger, il y a effectivement beaucoup d'éléments du fantastique dans beaucoup de romans de Marine Ndiaye. Je voulais vous demander si ces éléments de magie, parce que pour moi, ce que je vois dans ces éléments dans vos écrits, ce ne sont pas du tout un fantastique qui se réduirait à un conte fantastique. Il y a toujours une ambiguïté par rapport à ces éléments. Est-ce que ce sont des éléments d'allégorie, de réel, de fantastique? Vous faites une utilisation un peu inattendue, souvent, du fantastique. Est-ce qu'il y avait un côté allégorique dans ce symbolisme? Je ne saurais pas le dire parce que le définir ainsi, ça manifesterait, déjà ça témoignerait déjà d'une intention, c'est-à-dire de l'idée, oui, d'écrire ce qu'on pourrait définir comme une allégorie, et dont je suis d'ailleurs pas absolument sûre du sens, mais je n'écris jamais donc avec ce genre de but. C'est plus simplement et plus prosaïquement le désir, enfin l'envie, parce que j'aime cela énormément, que la frontière entre le rêve et la vie du jour, entre la nuit et la vie quotidienne, que cette frontière disparaisse, qu'il y ait une porosité entre ce que l'on rêve et ce que l'on vit. Et là encore, j'ai l'impression d'être dans une forme de réalisme, parce que moi, ça m'arrive fréquemment depuis toujours, lorsque je vis quelque chose de complètement anodin, d'avoir l'impression, soit de l'avoir déjà vécu, mais si c'est très anodin, c'est banal, mais de n'être pas sûr, de n'avoir pas rêvé ce que je suis en train de vivre. Et je suis toujours très, très attirée par cette idée d'introduction de l'onirisme dans la vie la plus pragmatique, mais sans que cela se remarque par un léger glissement
dans les termes, dans les phrases, par un tout petit décalage, des fois une petite étrangeté, mais qui peut même passer, je pense, non remarqué par du lecteur, mais même s'il ne le remarque pas, qui laissera dans son esprit une impression oui, de rêve qui n'en est pas vraiment un, en tout cas d'une réalité qui aurait fait un tout petit pas de côté sans qu'on puisse forcément dire de quelle manière précise. J'aime bien ce petit pas de côté. Je vais vous poser une autre question qui est peut-être plus provocatrice, c'est-à-dire que regardant du contexte britannique et encore plus américain, vous avez une prise de position qui peut nous sembler un peu surprenante par rapport à quelque chose qui est de plus en plus, je pense, qui touche de plus en plus nos étudiants à cœur, c'est-à-dire la question identitaire. Et donc je cite, vous avez écrit, mais peut-être c'était, je ne sais pas si c'était il y a longtemps ou pas, je n'écris ni en tant que femme ni en tant que femme noire, je ne me définis pas comme une femme noire, et vous rajoutez, j'écris en tant qu'être humain. Et c'est un positionnement qui peut surprendre du point de vue, je pense, des pays anglophones, où justement, surtout depuis, je dirais, le début de ce siècle, la politique identitaire et cette question identitaire est de plus en plus centrale, joue un rôle très significatif. Est-ce que vous pouvez expliquer, surtout pour les étudiants qui sont peut-être moins ouverts à cette position que je ne serais moi-même, quel est le raisonnement derrière cette position? Je pense en effet que maintenant je ne prononcerai pas exactement ces phrases-là, non parce que j'aurais des sentiments différents, mais parce que je me rends compte que ça peut froisser inutilement. En tout cas, comme ce n'est pas mon intention, je ne m'exprimerai pas exactement de cette manière-là, mais je crois être aussi représentatif de ma génération, de ma culture et du pays où j'ai été élevée, c'est-à-dire la France. Je suis née en 67, donc j'ai grandi dans l'école des années 70-80 et toujours dans des établissements publics, laïques, et je suis vraiment, je crois, un pur produit d'une éducation française républicaine où, quand on entrait dans la cour, dans la classe, on nous demandait, alors implicitement évidemment, c'était jamais dit, mais c'était comme une évidence, d'oublier qui nous étions, au sens de quelle origine nous étions, de quelle origine pouvaient être nos parents, etc. On était tous dans la classe, alors c'était un idéal qui peut-être aujourd'hui ne peut plus être entendu de la même façon, mais on nous demandait d'être juste des enfants de la République française, des petits Français, même si on n'était pas forcément tous, mais peu importe, symboliquement ou réellement, nous l'étions tous. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fondé ma manière de considérer le sujet. Et il est vrai aussi, alors ça c'est sans doute le produit du métissage, mais j'ai toujours été élevée en France. Je ne suis allée en Afrique pour la première fois qu'à 19 ans et je n'ai jamais vécu ni véritablement rencontré mon père avant, ni les membres de sa famille. Et je pense aussi que j'aurais eu d'autres impressions si j'avais été élevée aussi dans la
l'écriture de mon père dans sa langue, etc. Mais puisqu'il se trouve que ça n'a pas été le cas, oui, je n'ai pas pu non pas me définir, mais me ressentir autrement que comme ce que vous avez lu de cette interview. Et par ailleurs, il est vrai que lorsque j'écris, j'ai toujours cette impression d'écrire en tant que quelqu'un d'assez neutre. Alors je sais très bien que je suis forcément transparaît, que je m'en rends compte ou non, et presque que je le veuille ou non dans ce que j'écris, mais j'essaye, lorsque le personnage est un homme d'être un homme, quand c'est une femme d'être une femme, ce que j'oublie précisément lorsque je suis devant mon ordinateur. Donc j'essaye d'être autant homme, femme, qu'enfant, que chien, que arbre, que pierre, que poisson, etc. De m'oublier, voilà, en tant que femme née en 67 en France, d'un père sénégalais, d'une mère française, etc. Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait, d'être ça. Ça m'intéresse plus d'être multiple, d'être presque infini dans tout ce que je peux faire exprimer à mes personnages. Merci, très bien. En fait, je fais une petite parenthèse sur mon roman préféré qui est Mon cœur à l'étroit, parce que j'ai l'impression que dans ce roman, ce qui me meut du moins, c'est une espèce de paradoxe, c'est que vous nous donnez des mots pour dire la difficulté de dire la racialisation du personnage et pour parler de la difficulté d'énoncer l'identité. Est-ce que je vais trop loin avec cette idée? Et comment est-ce qu'on peut utiliser les mots pour dire ce qu'on ne peut pas dire? Vous le faites, mais comment faites-vous? Oui, je me rappelle. Ah oui, voilà. Je ne relis jamais mes livres, alors quand ils datent, des fois, je sais plus précisément 2007, quels c'est sont vrai que les personnages. Nadia, Ah, oui. le brouillard dans les rues de Bordeaux. Oui. Il me semble que je ne dis jamais à quoi ressemble le personnage physiquement, ni quel est son nom de famille. Effectivement. Alors le choix du prénom de Nadia n'est pas neutre là. Pour le coup, puisque c'est un prénom qu'on trouve en France évidemment, enfin dans la tradition française, qu'on trouve en Russie et qu'on trouve aussi dans le monde maghrébin. Donc bien sûr que je n'ai pas fait ce choix sans y réfléchir, mais il m'importait. Je crois que ce qu'on peut supposer des origines de Nadia ne transparaissent pas autrement que par ce prénom, que par... je crois qu'elle rend visite à ses parents. Oui. Voilà, etc. Une fin heureuse même. Oui, voilà. Mais que ça reste ambivalent aussi, parce qu'on pourrait se dire que ses parents sont tout simplement des gens pauvres et qu'ils peuvent être aussi des gens pauvres de toutes sortes de milieux ou d'origines. Merci. Je vais donner bientôt la parole à la salle, mais j'ai une question plus précise sur le texte qu'étudient nos étudiants. C'est-à-dire que je fais étudier Mon cœur à l'étroit, mes étudiants de deuxième année aussi. Mais en première année, ils étudient Papa doit manger.
Et donc, je voulais vous poser la question. Donc, vous écrivez des romans et des pièces de théâtre. Donc, d'abord, comment choisir quand vous allez écrire quelque chose? Comment choisir le genre? Et est-ce que vous avez assisté ou participé à la mise en scène de cette pièce ou d'autres pièces? Est-ce que vous en étiez contente? Le choix, il se fait de la manière la plus simple, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je n'ai même pas à choisir, car toutes les pièces que j'ai écrites ont été le produit d'une commande, la plupart du temps d'un metteur en scène, mais parfois de théâtre ou de la radio. Je n'ai jamais écrit une seule de mes pièces de ma propre initiative, et s'il n'y avait pas eu ces demandes, je ne sais même pas si ça me serait venu à l'idée d'écrire du théâtre, genre que j'aime énormément, même si mon genre préféré sera toujours le roman. Donc la question du choix ne se pose pas davantage qu'elle se pose lorsque j'écris. Enfin, ça m'est arrivé deux, trois fois seulement. Lorsque je coécris des scénarios, c'est là bien évidemment aussi l'objet d'une demande précise. Donc les seuls textes que j'écris de mon propre chef, ce sont les romans ou les nouvelles. Quelle était votre seconde question? Est-ce que vous avez participé à la mise en scène? Est-ce que vous étiez contente de ce que vous avez vu? Non, je n'ai jamais participé à la mise en scène d'aucune de mes pièces, parce que ce n'est vraiment pas mon métier. Je ne suis pas dramaturge, je ne suis pas metteuse en scène, je ne suis pas comédienne, donc j'ai l'impression que je n'aurais vraiment rien à dire d'utile sur un plateau. La seule manière dont il m'est arrivé de participer, c'était pour éclaircir certaines phrases qui n'étaient pas forcément claires pour les comédiens. Mais ça, c'est pas un travail de théâtre, en fait. C'est juste un travail d'élucidation très ponctuel. Et la plupart des mises en scène que j'ai vues m'ont plu, certaines moins que d'autres, mais c'est pas très important en fait, parce que c'est mon texte sans être mon texte. Là où c'est quand même très instructif pour l'auteur, l'écrivaine que je suis, c'est que malgré tout, la mise en bouche des phrases qui ne résonnent sinon que mentalement en ce qui me concerne, lorsque j'écris, lorsque je les lis, la mise en bouche des phrases, c'est une sorte d'exercice implacable, c'est-à-dire quand finalement c'est un peu bancal, quand ça sonne mal ou quand il y a trop de répétitions, dans l'esprit c'est vite oublié ou c'est plus vague. Quand c'est prononcé sur scène, il y a quelque chose d'impitoyable qui du coup devient intéressant. Mais je suis toujours embarrassée quand... mais je comprends en même temps que quand on joue, on veut pas être juste une voix neutre, mais je suis toujours embarrassée quand le texte est dit de manière qui me semble parfois trop expressive, appuyée. Et des fois, ça me rappelle quand, à l'école, à mon époque, en tout cas, je pense que ça se dit moins, mais quand on devait réciter ou lire un texte en classe, la maîtresse disait souvent « mets le ton ». Et « mets le ton », ça voulait dire
exprime des sentiments quand tu lis. Si c'est la rage, eh bien qu'on le sente dans ta voix. Si ce sont des pleurs, qu'on le ressente aussi. J'étais gênée dès l'enfance par cette phrase parce que j'avais l'impression que j'ai encore que les mots devraient suffire et que les larmes ou la joie ou la fureur ne devraient pas passer tant par le corps ou la voix que par les mots. Mais je sais que pour les acteurs, c'est frustrant aussi. Merci, c'est vraiment passionnant. Je ne sais pas si on va peut-être passer à la salle et voir s'il y a d'autres questions. J'en ai encore, mais il faut peut-être donner la parole à d'autres personnes. Je ne sais pas si on va donner la micro ou Anne-Sophie. Oui, Anne-Sophie. Oh, il faut juste projeter comme ça. Brandon. Est-ce que l'auteur a devoir une responsabilité envers le public? Est-ce que tu peux recommencer, Brandon, projetant un peu plus? Est-ce que l'auteur a une responsabilité envers le public? Vous avez parlé de la manière dont l'écriture peut refléter ou conserver la mémoire privée, mais est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de la part de l'autrice ou de l'auteur de conserver la mémoire publique ou de diriger peut-être la conscience publique? Comme romancière, jamais je ne m'autoriserai à me dire que ce que j'écris doit modifier la façon de penser d'un lecteur ou l'influencer de quelque manière que ce soit. Comme romancière, je ne m'en sentirai jamais la légitimité. Peut-être si j'étais historienne ou sociologue ou politologue, mais comme romancière, je ne m'y autoriserai jamais. Je ne vois pas de quel droit ou de quelle idée de moi-même je pourrais avoir l'idée de transmettre quelque chose qui ne relève pas du roman, qui ne relève pas de l'art, entre guillemets. Je suis une citoyenne et donc j'ai des idées en tant que telles, mais je ne verrais absolument pas les faire passer dans un roman parce que je ne m'en donnerai pas l'autorisation. Le seul devoir, en quelque sorte, que je me donne et ma seule morale, ce serait, mais comme tous les artistes, je pense, enfin, ce serait d'être dans une netteté, dans une probité absolue vis-à-vis du lecteur, c'est-à-dire pas de tricherie, pas de de manipulation sentimentaliste, enfin l'honnêteté, quoi, mais comme les artistes en général. D'autres voulaient poser une question? Oui. Est-ce que parfois vous avez l'impression qu'on surinterprète quelques passages de vos romans? En général, je pense que c'est une question qui se pose à beaucoup d'écrivains, mais par exemple, je crois que dans Papa doit manger, il y a 2 fois la scène 7. Je crois avoir entendu que en fait, c'était juste mal imprimé, mais vous avez, peut-être vous, l'éditeur, a quand même décidé de garder les 2 scènes 7. Donc, est-ce que si on fait une analyse sur ça, c'est une surinterprétation? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous réagissez quand
Il y a deux fois la même scène? Deux scènes? Ah oui, j'avais complètement oublié. En fait, il n'y a pas de scène 8, et c'est juste 2 scènes 7. Ah oui. Ah, je suis sûre que c'est une erreur. Ah oui. Ah oui, c'est amusant parce que si je l'ai su, je m'en souvenais absolument pas. Et ben, vous voyez, jamais ça me viendrait à l'idée de vouloir jouer à mettre scène 7 sans scène 8. Enfin, je n'en verrais pas l'intérêt. Ah oui, c'est une erreur d'impression ou d'édition. Les éditions de minuit. Ça Pas si excellent que ça. Ça veut dire qu'il y a 7, 7 et 9. Ah oui. Ah ben, du coup, ça m'embête qu'on puisse croire qu'il y a quelque chose derrière cette erreur. Surtout que le chiffre 7, il est quand même assez lourd de symboles. Alors, si on pense que j'ai fait exprès de mettre 2 fois 7, ah oui, non, pas du tout. Mais du coup, c'est dommage parce que ça lance l'esprit des lecteurs vers des interprétations vaines ou pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs fois où, juste pour des œuvres en général, on a tendance à peut-être surinterpréter les intentions de l'auteur. Et dans ce cas-là, comme la professeure avait mentionné, comme vous êtes une écrivaine vivante, pour le coup, si on interprète d'une façon différente que vous avez eu l'intention, est-ce que ça vous offense? Est-ce que ça vous perturbe? Non. Du tout. Je dirais que je ne pourrais jamais juger s'il y a surinterprétation parce que comme je n'ai pas d'intention, je ne sais même pas comment je pourrais dire surinterprétation. J'ai l'impression que ce n'est pas mon affaire de toute façon et c'est la liberté absolue de la lectrice de ressentir, de voir, de comprendre les choses à son idée. Moi, ça ne me concerne plus en fait, une fois que le livre est entre les mains du lectorat. C'est pour ça d'ailleurs que je ne lis pas les thèses qui ont été écrites à propos de mes livres, même si je suis sûre, je ne doute pas que ce soit un travail admirable dont je serais absolument incapable, mais ça ne me concerne pas. Et d'une certaine manière, ça ne m'intéresse pas beaucoup non plus, comme auteur, comme écrivain. Le texte vit sa vie après. Il part sur ses petites jambes, sur ses petites pattes, et il vit sa vie. Il y avait d'autres mains tout à l'heure que je n'ai pas vues. Si, voilà. Vous avez dit que vous vous inspirez de la vie. Quelle est pour vous, et s'il y en a une, la ligne entre le roman et l'autobiographie? Oui, alors moi je ne pourrais pas écrire mon autobiographie parce que ça ne correspondrait pas à la manière dont j'aime écrire, mais j'ai écrit certains textes qui, je le sais, en sont très proches, mais en prenant soin d'introduire des éléments qui montrent que ce sont quand même de fausses autobiographies. Par exemple, j'ai écrit il y a
pas mal de temps déjà de cela un livre qui s'intitule Autoportrait en vers. Et j'ai choisi précisément ce terme d'autoportrait par ce qu'il laisse entendre, comme c'est le cas avec les peintres, par ce qu'il laisse entendre de légères différences avec la vérité ou avec la réalité. C'est-à-dire qu'un autoportrait de Rembrandt ou de Van Gogh, c'est pas une photo, même si d'ailleurs il y a des autoportraits photographiques qui sont pas nécessairement aussi implacablement vrai qu'on peut le penser, et dans ce livre, le personnage, la narratrice, donc c'est un livre écrit au jeu, dans sa vie il y a beaucoup d'éléments qui étaient ceux de ma vie à l'époque, la zone géographique où je le fais circuler, et d'autres détails de ce genre, mais justement pour montrer que c'est un autoportrait et pas une autobiographie, je lui donne 5 enfants alors que je n'en ai que 3. Et par ce genre de détails, voilà, qui m'apporte. Alors, le lecteur ne sait pas forcément que j'en ai 3 et pas 5, mais moi je le sais. Et du coup, c'est important pour transformer ce jeu, malgré tout, en personnage et pas en moi. D'autres questions? Emily, vous avez pas une question? Oui, Catherine. Est-ce que je peux poser une petite question à propos de la traduction? Parce que votre plus récent roman sort en traduction anglaise, là. Est-ce que vous travaillez avec vos traducteurs ou pas? Et si oui, comment l'échange se passe-t-il? Je travaille avec eux aussitôt et avec joie et grand intérêt dès lors qu'ils le demande. Je réponds, mais ça me semblerait impossible de faire autrement, bien sûr, à leurs questions. Et c'est ce que je fais, par exemple, depuis longtemps maintenant avec Jordan Stump, donc mon traducteur en langue anglaise, avec Claudia Kalscheuer, ma traductrice allemande, ce que je fais aussi avec Francesca Antovani, ma traductrice italienne, avec ma traductrice japonaise aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est-à-dire ce sont les seuls qui me posent des questions. Et c'est vraiment toujours extrêmement intéressant parce que je crois qu'il n'y a pas de lecteur plus attentif et plus exigeant dans la compréhension de chaque phrase que la traductrice ou le traducteur. Et même si le livre avant a été lu et relu par l'éditeur, par la correctrice, etc., eh bien, en général, le traducteur trouve encore des choses qui parfois relèvent juste de la coquille, de l'erreur, et qui ne sont donc absolument pas intentionnelles. Et puis, dans un roman, souvent, et c'est ce qui peut faire aussi le charme du roman, il y a un côté bric-à-brac aussi. Et puis, quand on commence un roman et quand on le finit, beaucoup de temps s'est écoulé et il m'arrive de ne pas me rappeler exactement ce que j'ai écrit à la page 23 lorsque je suis en train d'écrire la page 230. Et pour vous donner un exemple bête, c'était dans La Divine, c'est ça. Ma traductrice allemande, Claudia,
me dit, je m'excuse de te poser une question aussi sotte, je suis sûre que c'est volontaire, mais j'aimerais m'en assurer. Au début du livre, il y a une scène qui se passe au printemps et à la fin, la même scène se passe à l'automne. Je suppose que c'est volontaire et c'était pas du tout volontaire, c'était une erreur. J'avais complètement oublié à la fin que j'avais situé cette scène au printemps. Enfin, et dans un roman, il y a plein de petites erreurs de ce genre dont le lecteur ne se rend pas forcément compte parce qu'il lit rarement le roman d'une traite, et donc lui aussi peut avoir oublié que c'était le printemps. Ça m'est arrivé aussi par rapport à une couleur de cheveux, je ne sais pas, que j'avais dit brun et qui se retrouvait châtain après, c'était pas du tout intentionnel, mais là où c'est le plus intéressant, ce travail avec les traducteurs, c'est quand ils me demandent d'expliciter une phrase, une expression, et ça m'oblige à comprendre ce que j'ai voulu dire 2 ans avant ou 1 an avant, précisément à ce moment-là. Et ça, c'est toujours très intéressant. Donc, oui, enfin, je travaille avec eux quand ils me demandent. Enfin, oui, c'est une évidence. Je leur suis tellement reconnaissante en tant que traducteur. Enfin, c'est moi qui en plus ne peux lire de littérature dans aucune autre langue que la française, je leur ai vraiment une profonde gratitude. Merci. Je pense qu'il ne nous reste qu'à remercier chaleureusement Marie d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Et vous pouvez maintenant acheter des livres dehors et les faire signer par Marie, je pense. Enfin, le travail n'est pas fini. Juste pour vous dire que si vous avez besoin s'il vous plaît, il y a aussi un stand avec des livres que Marie va demander justement, on va signer le livre. J'ai répondu à la question.